Nous sommes en l'an 486, en Gaule, seulement 10 ans après la chute de Rome. Alors que les Germains se sont partagés les restes de l'Empire d'Occident, un jeune roi du nom de Clovis monte sur le trône à Tournai. Après une bataille à Soissons, dont les contours nous sont inconnus, il s'empare du domaine de Syagrius entre la Somme et la Loire. À l'instar des Burgondes et des Visigoths, qui dominent le sud de la Gaule, le roi des Francaliens se rapproche des locaux pour les gouverner. On pense alors que l'évêque de Reims, qui prendra plus tard le nom de Saint-Rémy, serait devenu le plus proche conseiller du conquérant. Maintenant, reste à savoir quels sont les projets de Clovis en cette fin de 5e siècle. Au nord, les territoires franciques sont soumis à des logiques de famille qui déstabilisent son pouvoir. À l'est, les Alamans menacent à tout instant de pénétrer en Gaule pour tout ravager. Au sud, les Visigoths voient d'un mauvais œil l'ingérence des Francs sur un territoire qu'ils voulaient pour eux. De plus, si Clovis veut gagner le cœur des habitants, il lui faudrait se convertir à la religion majoritaire. Mais s'il le fait, comment réagiront ces guerriers qui sont encore païens? Ne serait-il pas considéré comme un traître ou un vendu? Quels sont les plans du roi des Saliens pour unir les Francs et les Gallo-Romains sous la même bannière? Dans ce nouvel épisode, nous suivrons le récit de Grégoire de Tours et nous tenterons, autant que cela nous est possible, de le replacer dans un contexte. À la fin de cette vidéo, nous devrions être en mesure de comprendre comment Clovis, par une série de calculs militaires et diplomatiques, est passé de simple barbare à dépositaire officiel de l'autorité romaine. Pour raconter l'histoire de Clovis, les historiens n'ont que très peu de sources à disposition. Comme expliqué précédemment, le récit de Grégoire de Tours est le document principal qui est parvenu jusqu'à nous. Seulement, le chroniqueur met en scène un chemin progressif du roi des Francs vers la foi chrétienne. En clair, dans ses écrits, plus Clovis est croyant, plus ses projets de conquête et de domination réussissent au la main. Par exemple, à Soissons, il aurait pris parti pour l'évêque de Reims au détriment de la tradition franque. La récompense, il conquiert le domaine de Syagrius avec l'aval de la population et devient le protecteur du nord de la Gaule. Ensuite, en 493, il aurait convenu un mariage avec une chrétienne, lui donnant la victoire sur les Alamans. Et après sa conversion et son baptême, il aurait vaincu les Visigoths à Vouillers en 507. Or, même si la mise en scène est sûrement inspirée de faits réels, l'objectif de Grégoire est clairement écrit sur le papier. Tout lui réussissait, nous raconte-t-il, parce que Clovis marchait le cœur droit devant Dieu. Mais pour nous, contemporains, la réussite du roi des Francs ne peut pas s'expliquer seulement par une profession de foi. Si nous reprenons l'histoire en 486, les enjeux de Clovis après la bataille de Soissons sont les suivants. Au nord de la Gaule, les habitants semblent accepter sa domination, mais si le roi veut vraiment gagner les cœurs et les esprits, il doit penser à deux choses. D'abord, la conversion vers la chrétienté. L'Empire romain a passé ces derniers siècles à réprimer les païens. Impossible donc pour le roi des Francs de prendre le relais de Rome s'il ne pratique pas le culte officiel. De surcroît, se convertir à la religion majoritaire, c'est-à-dire le christianisme nicéen, serait un coup de maître diplomatique. Comme les autres Germains, Visigoths et Burgondes sont des chrétiens ariens, donc des hérétiques aux yeux de l'église romaine, un Clovis nicéen pourrait parler au nom de tous les Gaulois. Ensuite, deuxième chose à considérer si le conquérant veut dominer la Gaule, il faut avoir la confiance de l'empereur d'Orient, à Constantinople, car son autorité est encore considérée comme légitime par les habitants. D'une pierre deux coups, si Clovis reçoit l'aval des Orientaux, il pourrait s'imposer face aux Visigoths qui sont méprisés par les Romains. Néanmoins, tous ces projets seront vains si le roi des Francs n'est pas maître chez lui. Nous l'avons dit, Clovis est lié à la Thuringe par sa mère et aux Francs rhénans par sa femme. Ses cousins, comme Chararic, dirigent de petits royaumes ici et là, faisant des territoires franciques une zone soumise aux disputes de famille. Pour cette raison, pendant toutes les années de son règne, Clovis mène des assassinats en série pour affirmer sa place. Cousins, cousines, oncles ou tantes, conquêtes, pillages, raids ou guerres ouvertes, on ne sait pas précisément ce qu'il s'est passé, mais le Salien n'hésite pas à massacrer son entourage. Et après s'être emparé de la majorité des royaumes francs, il entre en guerre contre la Thuringe. Cette fois-ci, il est possible que le roi réclame l'héritage de sa mère, ou alors, les Thuringiens se sont alliés aux Visigoths, comme par le passé, pour le prendre en étau. Troisième hypothèse, les Thuringiens feraient des actions de piraterie côtière avec les Saxons. Ils menaceraient donc les Gallo-Romains, placés sous la protection de Clovis, ce qui justifierait son intervention. En tout cas, vers 491, la Thuringe est progressivement soumise à son autorité. Bref, entre 486 et 493, le roi des Saliens passe de simple barbare à l'un des souverains les plus puissants de l'Ancien Empire.
preuve qu'il s'applique à gouverner correctement les populations qu'il contrôle, il entretient de très bons rapports avec ses voisins, notamment les Burgondes. Avec eux, il convient d'un mariage avec une princesse de la cour, du nom de Clotilde, afin d'isoler complètement les Visigoths qui n'ont plus d'amis en Gaule. De plus, Clotilde a l'avantage d'être à la fois chrétienne et nicéenne, donc compatible avec le culte officiel. Pour les Gallo-Romains, c'est une garantie donnée par Clovis en faveur de la protection de leurs croyances. Pour les Francs, c'est une façon de leur éviter la conversion forcée tout en donnant des gages aux chrétiens. La seule ombre au tableau, c'est l'annonce du divorce avec sa première femme, issue de la tribu des Francs rhénans, ce qui fragiliserait son réseau d'alliances dans les territoires du Nord. Cependant, la menace des Alamans, qui s'agitent de plus en plus et qui tenteraient de pénétrer en Gaule, devrait les maintenir dans le giron des Saliens pour des besoins de protection. Par la suite, Clovis réussit une seconde manœuvre qui confirme sa domination sur le nord de la Gaule. Alors que l'Italie est conquise par les Ostrogoths grâce aux encouragements de l'empereur d'Orient, le roi des Francs propose à leur souverain, qu'on appelle Théodoric le Grand, un mariage avec sa sœur. Pour le Salien, c'est un allié de poids supplémentaire et un pas de plus vers la reconnaissance de Constantinople, car les Ostrogoths entretiennent de très bons rapports avec eux. Du point de vue des Orientaux, voir les royaumes barbares de l'Occident se coordonner est une garantie de stabilité. Ainsi, avec ces deux mariages, la famille de Clovis devient plus que légitime aux yeux des populations. Cependant, le franc salien n'a pas tout à fait atteint les deux objectifs qui sont les siens s'il veut gouverner sur le long terme. 1. Il doit se convertir à la chrétienté sans trop brusquer les guerriers francs qui ne comprendraient pas. Et 2. Il doit avoir la confiance des Orientaux pour convaincre une bonne fois pour toutes en Occident. Mais pour que ces projets se réalisent, le conquérant va devoir affronter deux peuples qui comptent parmi les pires ennemis de l'ancienne Rome. Les Alamans sur les bords du Rhin et les Visigoths en Aquitaine. À la fin des années 490, la domination des Saliens sur le nord de la Gaule s'est renforcée. Deux amitiés très importantes sont confirmées via des mariages, avec les Ostrogoths et les Burgondes, amitiés complétées à l'ouest par des rapprochements avec les Bretons. Clovis a désormais deux adversaires principaux, les Alamans à l'est, dont les pillards menacent les Francs rhénans et la Gaule, et les Visigoths au sud, dont l'expansion très rapide inquiète les Romains d'Orient. Par contre, il est difficile d'y voir clair dans la chronologie, tant les historiens n'ont pas d'avis arrêté sur l'enchaînement des événements. Dans cette vidéo, nous suivrons donc les étapes décrites par Grégoire de Tours, tout en conservant de la prudence sur les dates. Et selon le chroniqueur, c'est d'abord du côté de la frontière du Rhin qu'il faut regarder, car les Alamans l'ont traversé après la chute de Rome. Or, si vous vous souvenez de l'épisode 6 de la série Gallo-Romain, ce peuple germanique a toujours compté parmi les pires ennemis de l'ancienne Rome. En 357, le César Julien les avait repoussés non loin d'Argentoratum, aujourd'hui Strasbourg. 250 ans plus tard, Clovis doit les affronter pour les soumettre de façon définitive. En 496 selon Grégoire de Tours, ou en 506 selon les versions plus modernes, Clovis répond à l'appel des Francs rhénans sur les abords du Rhin. Les Saliens auraient donc affronté les Alamans non loin de Cologne, dans une cité appelée Tolbiac, mais la bataille aurait mal tourné pour le protecteur des Gaules. Comme il ne peut pas perdre, au risque de voir s'effondrer l'édifice qu'il a construit, Clovis se serait mis à prier non pas les dieux germaniques comme à son habitude, mais à prier le dieu chrétien, celui de sa femme. « Oh, Jésus-Christ » aurait-il hurlé au milieu de sa troupe, « je sollicite la gloire de ton assistance. » À la surprise générale, car une telle invocation est inhabituelle, il continue. « J'ai invoqué mes dieux, mais ceux-ci ne sont pas venus à mon secours. » Manifestement, ils sont impuissants, ce qui conduit le roi à conclure en ces termes. « C'est toi, Jésus, que j'invoque. Je désire croire en toi, pourvu que tu m'arraches à mes ennemis. » Et puis subitement, comme par coïncidence ou par miracle, le chef des Alamans aurait été tué d'un coup de francisque. Devant la mort de leur commandant, les pillards auraient alors pris la fuite, donnant une victoire totale aux guerriers francs. Bien sûr, impossible de vérifier les faits, mais la bataille de Tolbiac aurait très bien pu être indécise jusqu'à la fin. Dans l'Antiquité, les prières des commandants sur un champ de bataille sont assez régulières, et Clovis aurait très bien pu s'en remettre aux dieux chrétiens. Ce que nous ne savons pas, en revanche, c'est si l'appel à Jésus est sincère, dans le sens où les Francs perdaient réellement la bataille, poussant Clovis à renier ses propres dieux, ou bien si l'appel était préparé, planifié, calculé, car le roi pense à la conversion depuis longtemps. Dans ce cas, l'affrontement à Tolbiac aurait servi de prétexte pour montrer aux Francs que le dieu chrétien peut leur donner la victoire. À l'époque en effet, la notion de puissance d'un être supérieur est très importante. Quoi qu'il en soit, Clovis devient un héros dans le cœur de ses sujets. Non seulement il est félicité par les Gallo-Romains pour avoir établi la frontière du Rhin, mais de plus,
ces guerriers païens se sont battus pour le dieu chrétien, ce qui prépare le terrain pour la suite. Car après cette démonstration de force, le Salien se rend à Reims pour y recevoir le baptême. Et sous la bonne supervision de son conseiller l'évêque Rémy, 3000 de ses guerriers se convertissent avec lui. Maintenant, si nous reprenons les deux objectifs dressés en début d'épisode, seul le premier semble rempli pour Clovis. La question qui se pose désormais, c'est comment recevoir la confiance de Constantinople. Après 500 ans de présence romaine, c'est encore un point de repère pour tous les Gallo-romains. Or, vers l'an 507 après Jésus-Christ, les Orientaux sont en conflit ouvert avec les Visigoths. En Hispanie, ces derniers répriment les citoyens nicéens qui tentent de s'organiser. L'empereur d'Orient envoie son aide aux rebelles, mais l'ouverture d'un deuxième front lui rendrait un service immense. Forcément, Clovis ne perd pas cette occasion de s'illustrer et traverse la Loire avec une armée. En catastrophe, Toulouse envoie 2 armées pour le retenir. Une armée germanique venue de Burdigala, aujourd'hui Bordeaux, et une deuxième force composée de Gallo-romains fidèles à son pouvoir. Mais avec la plupart de leurs troupes occupées au sud, les Visigoths sont en mauvaise posture alors que les Francs sont invaincus depuis 20 ans. Lors de la bataille de Vouillers, la légende veut que Clovis ait écrasé son ennemi. Dès le début de l'affrontement, il aurait aperçu le commandant ennemi et, remettant encore son destin dans les mains du dieu chrétien, il se serait jeté sur lui pour le transpercer d'un coup de francisque. Devant la perte de leur chef si tôt dans le combat, les Visigoths se seraient mis à fuir les uns après les autres. Cette fois, c'est sûr, c'est encore une victoire totale pour le roi des Francs qui s'ouvre un boulevard en Aquitaine. En l'an 507 après Jésus-Christ, après une brillante victoire à Vouillers, dont les contours nous sont encore inconnus, les Saliens s'avancent sur Angoulême et sur Bordeaux, aidés par leur allié, le roi des Ostrogoths, qui s'empare de Arles, puis par les Burgondes, qui veulent aussi leur part du gâteau. Le royaume de Toulouse finit par s'effondrer complètement. Saisissant l'instant, le roi des Francs sécurise sa conquête jusqu'aux Pyrénées, tandis que ses alliés se disputent la Provence. Les Visigoths conservent quand même la région actuelle du Languedoc, mais Clovis conquiert les 3/4 de la Gaule après 26 ans de règne. Cette fois-ci, la nouvelle résonne jusque dans les palais de Constantinople, pour qui la victoire est très importante. Le nom de Clovis est scandé partout. Lui, le païen baptisé, qui a rétabli la fierté romaine et nicéenne dans les territoires gaulois, l'empereur d'Orient n'hésite plus un seul instant. Il lui envoie les ornements consulaires, c'est-à-dire les insignes de l'autorité impériale donnés à tous les seigneurs qui gouvernent en son nom. Pour Clovis, c'est donc la consécration. Son gouvernement reçoit la bénédiction des Orientaux. Symboliquement, cela signifie qu'il protège les intérêts politiques, économiques et religieux de tous les Gallo-romains qui peuvent désormais lui faire confiance. Néanmoins, la procédure est difficile à comprendre de notre point de vue. Qu'est-ce que cela veut dire exactement, recevoir les ornements consulaires de la part de l'empereur? Est-ce que Clovis est désormais soumis à Constantinople? Est-ce que les Francs deviennent de simples gestionnaires employés par l'Orient? Pour comprendre, rappelez-vous de toutes les transformations que nous avions décrites dans la série précédente. L'Empire romain, ça n'a pas toujours été une armée surpuissante avec un maître suprême. Après Constantin, au contraire, c'est plutôt un espace très vaste, souvent ruiné ou en difficulté financière, qui divise son territoire pour mieux se gouverner. Et dans le siècle qui précède le règne de Clovis, le découpage inclut également des Germains, à qui les Romains confient de véritables provinces. Or, dans ces régions détachées, les barbares collaborent avec l'autorité sans forcément y être soumis directement. C'est en ceci qu'il faut comprendre l'envoi des ornements consulaires à Clovis. Constantinople lui fait confiance pour diriger la Gaule, mais le roi des Francs ne devient pas le vassal de l'empereur. Le Salien fait comme si Rome n'avait pas disparu, tout en restant le premier chef de son royaume. Vers l'an 511, après un triomphe à la romaine organisé à Tours, le Mérovingien doit désormais établir un gouvernement pérenne pour les Gaules. Il convoque alors le Concile d'Orléans, où plus de 30 régions sont représentées, l'occasion pour lui de réaffirmer l'organisation générale de l'État. Comme nous l'avons présenté plus tôt, le roi est légitime pour 2 raisons. Du côté civil tout d'abord, il est en mission symbolique pour l'empereur d'Orient, à Constantinople, qui lui fait confiance pour gouverner les Gallo-romains. Ensuite, le souverain est légitime devant le dieu chrétien car il est baptisé à Reims. Il peut ainsi gouverner les mortels avec l'église romaine sur un pied d'égalité. En dessous, les institutions de l'Empire romain n'ont pas disparu, au contraire, elles sont confirmées par le Mérovingien. La religion a ses évêques, ses prêtres et ses moines, les Gallo-romains ont leurs sénats locaux et leurs comtes. Côté franc, le titre romain de duc perdure encore pour désigner les plus méritants. Bref, 3 entités principales, l'Église, les Francs et les Gallo-romains. Comment vont-ils cohabiter sur le long terme?
Les guerriers saliens vont-ils se mélanger avec les habitants? Les deux peuples vont-ils se maintenir à l'écart pour un temps? Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime et un commentaire si le cœur vous en dit. Merci à tous les tipeurs qui rendent ce contenu possible, et rendez-vous dès la semaine prochaine pour regarder la suite. Nous verrons alors si les rois mérovingiens réussiront à faire perdurer l'héritage de Clovis.